Léonie savait qu'elle épouserait Édouard Moncler bien avant de connaître la couleur de ses yeux. Le miroir de sa coiffeuse reflétait une jeune femme de 24 ans, aux traits délicats. Mais ce matin-là, en arrangeant ses cheveux châtains, elle ne voyait qu'une lignée de femmes qui avaient toutes suivi le même chemin. Sa grand-mère Gabrielle, son arrière-grand-mère Célestine, et maintenant elle, Léonie Mercier, la fille aînée de sa génération. « Maman dit que c'est un honneur », murmura-t-elle à son reflet, répétant les mots entendus 1000 fois. Dans la cuisine de leur modeste appartement du 15e arrondissement, sa mère Brigitte préparait le café en évitant soigneusement son regard. Le silence était lourd de tous les mots non dits, de toutes les questions que Léonie n'osait pas poser. « Les Moncler ont confirmé pour le 15 septembre », annonça sa mère en versant le café dans 2 tasses ébréchées. Édouard a finalement accepté. Léonie sentit son estomac se nouer. Finalement accepté. Comme s'il s'agissait d'un fardeau qu'il avait longtemps refusé de porter. Elle prit sa tasse entre ses mains, cherchant la chaleur pour calmer le tremblement qu'elle sentait naître. « Il a 32 ans », continua Brigitte, le regard fixé sur sa propre tasse. « Il dirige l'entreprise familiale depuis 5 ans. Les affaires marchent bien. Les affaires, toujours les affaires. Jamais les sentiments, jamais l'amour, jamais même la simple compatibilité. » Léonie avait grandi en entendant parler d'Édouard, comme d'une destination finale, un arrêt de métro vers lequel elle se dirigeait inexorablement depuis sa naissance. « Est-ce qu'il sait qui je suis vraiment ?» demanda-t-elle, la voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Sa mère leva enfin les yeux, et Léonie y lut une tristesse profonde, presque résignée. « Il sait que tu es une Mercier. Il sait que tu es intelligente, éduquée, et que tu comprends l'importance de cette union. C'est suffisant. Suffisant. » Le mot résonna dans l'esprit de Léonie comme un écho creux. Était-elle suffisante, ou n'était-elle qu'un nom sur un contrat familial vieux de plusieurs siècles? Elle se leva de table et marcha vers la petite fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. En bas, Madame Dupont étendait son linge avec des gestes mécaniques, répétant le même rituel quotidien. « Comme moi », pensa Léonie, « comme nous tous, prisonniers de nos routines et de nos obligations. »« Maman », chuchota-t-elle sans se retourner, « est-ce que grand-maman était heureuse avec grand-papa ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Léonie ferma les yeux et appuya son front contre la vitre froide. Quelque part dans Paris, un homme nommé Édouard Moncler menait probablement sa vie habituelle, ignorant qu'en septembre, cette vie allait changer pour toujours. Ou peut-être le savait-il, et c'est exactement pourquoi il avait mis si longtemps à accepter. « Les Moncler ne sont pas cruels », reprit finalement sa mère d'une voix douce. « Ils sont juste distants. C'est leur façon d'être, distant. » Léonie répéta le mot dans sa tête. Elle allait épouser un homme distant, vivre dans une maison distante, mener une vie distante de tout ce qu'elle avait imaginé pour elle-même. Son téléphone vibra sur la table. Un message de sa meilleure amie Juliette. « Café ce midi ? J'ai rencontré quelqu'un hier soir et il faut que je te raconte. » Léonie sourit tristement en lisant ces mots. Juliette pouvait rencontrer quelqu'un, tomber amoureuse, avoir le cœur brisé, recommencer. Juliette était libre. Léonie, elle, était une Mercier. Elle tapa sa réponse. « Bien sûr, raconte-moi tout. » Au moins, elle pourrait vivre l'amour par procuration. En glissant son téléphone dans sa poche, Léonie prit une décision. Elle allait rencontrer Édouard Moncler avant le mariage. Pas lors d'une présentation officielle orchestrée par les familles, mais vraiment le rencontrer. Elle voulait voir l'homme derrière le nom, comprendre dans quoi elle s'engageait. « Maman » dit-elle en se retournant vers Brigitte qui la regardait avec inquiétude, « donne-moi son adresse. » Pour la première fois depuis des mois, Léonie sentit quelque chose qui ressemblait à de la détermination naître en elle, et c'est exactement à ce moment-là qu'elle réalisa une chose terrifiante. Et si, en le rencontrant, elle découvrait qu'elle ne pourrait jamais l'aimer? Léonie n'avait jamais imaginé qu'espionner son futur mari serait si facile. L'adresse que sa mère lui avait finalement donnée, après 1 heure de protestation et de soupirs résignés, menait à un quartier du 7e arrondissement qu'elle ne connaissait que de nom. En sortant du métro École militaire, elle se sentit immédiatement déplacée, comme une intruse dans un monde de façades élégantes et de voitures qui coûtaient plus cher que 3 années de son salaire de bibliothécaire. Le café Le Procope des Arts se trouvait en face de l'immeuble D. Édouard. Léonie commanda un thé qu'elle n'avait pas les moyens de se payer et s'installa près de la fenêtre, prétextant lire un livre, tout en observant l'entrée du numéro 47 bis. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle, en tournant machinalement une page qu'elle n'avait pas lue. À 8h15 précise, un homme sortit de l'immeuble.
Léonie reconnut immédiatement la démarche assurée qu'elle avait imaginée 100 fois. Édouard Moncler était plus grand qu'elle ne l'avait pensé, avec des cheveux bruns légèrement ébouriffés par le vent et une façon de porter son manteau noir qui trahissait une élégance naturelle. Il ne ressemblait pas aux hommes de son quartier. Il y avait quelque chose de plus maîtrisé dans sa façon de bouger. Il s'arrêta devant la boulangerie chez Martine, juste à côté de son immeuble. Léonie le vit saluer poliment la boulangère, une femme d'une 60aine d'années aux joues roses qui lui sourit chaleureusement. « Il achète son pain quotidien comme tout le monde », réalisa-t-elle avec surprise. Pour une raison qu'elle ne comprenait pas, cette simple normalité la rassura. Mais ce qui la frappa vraiment, c'est qu'il semblait seul, pas solitaire, mais seul. Il y avait quelque chose dans sa façon de regarder la rue, de vérifier l'heure sur sa montre, qui suggérait une routine bien établie mais dénuée de spontanéité. Édouard ressortit de la boulangerie avec un sac en papier brun et se dirigea vers l'arrêt de bus. Il prend le bus? Léonie était tellement surprise qu'elle faillit renverser son thé. Les Moncler étaient-ils pas censés avoir des chauffeurs? Le bus 87 arriva et Édouard monta avec les autres passagers. Léonie prit une décision impulsive qui la surprit elle-même. Elle paya rapidement son thé, courut vers l'arrêt et monta dans le même bus. Elle s'installa 3 rangées derrière lui, le cœur battant comme une adolescente en mission d'espionnage. Édouard avait sorti un livre, Elle, étranger de Camus, et lisait avec une concentration qui l'isolait complètement du brouhaha matinal des autres passagers. Il lit Camus dans le bus, nota-t-elle mentalement. Pas des rapports financiers, pas des journaux économiques. Camus. À l'arrêt suivant, une femme âgée monta avec difficulté, chargée de sacs de courses lourds. Édouard leva immédiatement les yeux de son livre, se leva et lui offrit sa place avec un sourire discret mais genuine. La femme le remercia chaleureusement, et il resta debout le reste du trajet, une main tenant la barre, l'autre tenant son livre ouvert. Léonie se surprit à sourire malgré elle. « Il n'est pas cruel », pensa-t-elle. Maman avait raison. Quand le bus s'arrêta près de la Défense, Édouard descendit et se dirigea vers l'imposante tour où se trouvaient les bureaux Moncler et Associés. Léonie le suivit à distance, fascinée malgré elle par cet homme qui allait devenir son mari dans 6 semaines. Dans le hall d'entrée, elle l'observa saluer le gardien par son prénom « Bonjour, monsieur Fernand » et échanger quelques mots sur le match de football de la veille. Il n'y avait rien d'arrogant ou de condescendant dans sa façon de parler. Il semblait normal, presque ordinaire, presque. Car lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent sur lui, Léonie aperçut son reflet dans le métal poli, et pendant une fraction de seconde, elle vit quelque chose d'autre, une lassitude, une résignation qui lui rappela étrangement ce qu'elle voyait dans son propre miroir chaque matin. « Excusez-moi, mademoiselle ?» Léonie sursauta. Un agent de sécurité la regardait avec curiosité. « J'attendais quelqu'un », balbutia-t-elle en rougissant. « Le hall est réservé aux visiteurs avec rendez-vous », expliqua-t-il poliment. « Si vous voulez attendre, il y a un café juste en face. » Léonie marmonna des excuses et sortit précipitamment, le visage en feu. Qu'est-ce qui m'a pris? Elle avait suivi son futur mari comme une stalkeuse. C'était ridicule, pathétique. Mais en marchant vers la station de métro, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'elle avait vu. Édouard Moncler, n'était pas l'homme froid et distant qu'elle avait imaginé. Il lisait Camus, cédait sa place aux personnes âgées, connaissait le prénom du gardien. Peut-être que ça ne sera pas si terrible, se dit-elle avec un espoir prudent, et c'est exactement à ce moment-là que son téléphone vibra. Un message de sa mère. Les Moncler veulent organiser un dîner de présentation ce samedi. Sois préparé. Léonie s'arrêta net sur le trottoir, l'espoir évaporant aussi vite qu'il était né. Car elle venait de réaliser une chose terrifiante. L'homme qu'elle avait observé ce matin était-il le vrai Édouard Moncler ou simplement le masque qu'il portait en public? Le restaurant Le Grand Véfour n'était pas un endroit où Léonie avait jamais imaginé mettre les pieds. Assise sur le bord de son lit, elle contemplait la seule robe qui pourrait convenir pour ce dîner de présentation. Un fourreau noir simple que sa mère avait acheté d'occasion pour l'enterrement de son grand-père, approprié pour les morts et les mariages arrangés, pensa-t-elle avec une ironie amère. « Tu es magnifique », murmura Brigitte en ajustant le col de la robe de sa fille. Mais dans le miroir, Léonie ne voyait qu'une jeune femme déguisée en quelqu'un d'autre. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle appliquait un rouge à lèvres discret. « Maman, et s'il me déteste au premier regard ?»« Les Moncler ne fonctionnent pas comme ça », répondit sa mère en lissant une mèche rebelle. « Ils évaluent, ils analysent, ils décident, comme pour un investissement.
un investissement. Léonie ferma les yeux. C'est exactement ce qu'elle était. Le trajet en taxi jusqu'au premier arrondissement lui parut durer une éternité et une seconde à la fois. Quand la voiture s'arrêta devant les arcades du Palais Royal, Léonie sentit son estomac se nouer. À l'intérieur du restaurant, l'atmosphère était feutrée, élégante, intimidante. Un maître d'hôtel en costume impeccable les guida vers un salon privé où les attendaient déjà 3 personnes. Édouard se leva en les voyant arriver. Ça était étrange de le voir de si près après l'avoir observé à distance. Il portait un costume gris anthracite qui lui allait parfaitement, et ses cheveux étaient maintenant parfaitement coiffés. Rien ne subsistait de l'homme qu'elle avait vu lire Camus dans le bus. Ce soir, il était redevenu un Montclair. « Léonie, dit-il en s'avançant vers elle, une main tendue, je suis heureux de vous rencontrer enfin. » Sa voix était exactement comme elle l'avait imaginé, grave, posée, parfaitement contrôlée. Mais quand leurs mains se touchèrent, elle remarqua que les siennes étaient légèrement froides. « Il est nerveux, lui aussi, » réalisa-t-elle avec surprise. « Moi de même, » répondit-elle, cherchant quelque chose dans ses yeux gris qui pourrait trahir l'homme du bus. « Permettez-moi de vous présenter ma mère, » continua Édouard en se tournant vers une femme élégante d'une 60aine d'années, Geneviève Montclair. Madame Montclair était exactement ce que Léonie avait redouté, impeccable, glaciale, avec un sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle examina Léonie de la tête aux pieds avec la discrétion d'une experte en antiquité évaluant un objet de valeur incertaine. « Enchantée, ma chère, » dit-elle en tendant une main aux ongles parfaitement manucurés. « Édouard m'a beaucoup parlé de vous. » Mensonge, pensa immédiatement Léonie. Elle était certaine qu'Édouard n'avait jamais prononcé son nom, sauf quand C était absolument nécessaire. « Et voici mon père, Hervé Montclair. » Monsieur Montclair était un homme imposant, avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui semblaient pouvoir lire les bilans comptables dans l'âme des gens. Il serra la main de Léonie avec une fermeté calculée. « Mademoiselle Mercier, nous connaissions bien votre grand-père, un homme de parole. » Le dîner commença dans un ballet de convenance parfaitement orchestré. Les Montclair posèrent des questions polies sur l'éducation de Léonie, ses activités, ses centres d'intérêt, comme si elle passait un entretien d'embauche pour le poste d'épouse. Édouard restait largement silencieux, se contentant de réponses courtes quand on s'adressait directement à lui. Léonie l'observait discrètement, cherchant des traces de l'homme qu'elle avait vu céder sa place dans le bus. « Léonie travaille à la bibliothèque municipale du 15e, » expliquait Brigitte avec une fierté teintée d'excuses. « Ah, » dit Madame Montclair en découpant délicatement son poisson, « c'est charmant. Bien sûr, après le mariage, il sera important qu'elle se consacre entièrement à ses nouvelles responsabilités. » Léonie sentit quelque chose se raidir en elle. « Mes nouvelles responsabilités. J'aime beaucoup mon travail, » dit-elle doucement. « Les livres, c'est toute ma vie. » Un silence gêné s'installa. Madame Montclair échangea un regard avec son mari. « Naturellement, » intervint Monsieur Montclair d'un ton paternel. « Mais vous comprendrez qu'être une Montclair demande un certain engagement social, les œuvres caritatives, les réceptions, la représentation de la famille. Je pourrais faire les deux, » murmura Léonie, mais elle sentait déjà qu'elle était en train de perdre une bataille qu'elle ne savait même pas qu'elle menait. C'est à ce moment-là qu'Édouard leva enfin les yeux vers elle. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent, et elle vit quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, de la compassion. Mais le moment passa si vite qu'elle se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. « L'important, » continua Madame Montclair comme si Léonie n'avait rien dit, « c'est que vous compreniez l'honneur qui vous est fait. Les Mercier et les Montclair sont liés depuis 1847. Cette union perpétue une tradition qui a survécu à 2 guerres mondiales. » Léonie hocha la tête, mais à l'intérieur, elle se sentait de plus en plus petite. Elle n'était pas une femme qui allait se marier. Elle était un maillon dans une chaîne, un contrat vivant, une tradition ambulante. Le dessert arriva, une tarte aux fruits élégante qu'elle n'avait pas envie de manger. La conversation dériva vers les détails pratiques, la date, l'église, le nombre d'invités. On parlait d'elle comme si elle n'était pas là. Quand il fut temps de partir, Édouard l'accompagna jusqu'à la sortie pendant que leurs parents réglaient les derniers détails. « Léonie » dit-il en s'arrêtant sous les arcades du Palais Royal. Sa voix était différente maintenant, plus douce, plus humaine. Oui, il sembla hésiter, comme s'il cherchait les mots justes. « Je sais que tout ceci n'est pas idéal, pour aucun de nous deux. » Elle le regarda vraiment pour la première fois de la soirée. Dans la lumière tamisée des réverbères,
Il ressemblait un peu plus à l'homme qu'elle avait vu dans le bus. « Non, murmura-t-elle, ce n'est pas idéal. Mais peut-être pourrions-nous essayer de nous connaître vraiment. Pas comme des Montclair et des Mercier, mais comme Édouard et Léonie. » Pour la première fois de la soirée, Léonie sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir naître dans sa poitrine. Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle réalisa la chose la plus terrifiante de toutes. Et si elle commençait vraiment à espérer? Le message d'Édouard arriva un mardi matin, pendant que Léonie classait des retours de livres à la bibliothèque. « Bonjour Léonie, seriez-vous libre pour un café cet après-midi ?» Quelque part de simple, loin des regards familiaux. Édouard. Elle relut le message 3 fois, le cœur battant. Quelque part de simple, loin des regards familiaux. C était exactement ce qu'elle avait espéré, sans oser le demander. « Oui, où ?» tapa-t-elle rapidement avant de perdre courage. « Café de Flore, 16 heures. Je porterai un livre rouge. » Léonie sourit malgré elle. Un livre rouge, comme un code secret entre espions. Ou comme 2 personnes qui essayèrent de se rencontrer vraiment pour la première fois. Le café de Flore était bondé, rempli du brouhaha habituel des conversations parisiennes et du cliquetis des tasses. Léonie repéra immédiatement Édouard à une table près de la fenêtre, un exemplaire rouge de l'amant de Marguerite Duras posé devant lui. Il avait troqué son costume contre un pull gris et un jean. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme le matin où elle l'avait observé. Était déjà plus l'homme du bus que le Montclair du Grand Véfour. « Bonjour, » dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Bonjour. Merci d'être venu. » Il y eut un moment de silence gêné. Que disait-on à son futur mari quand on ne l'avait pas choisi, mais qu'on commençait à espérer qu'il ne soit pas un étranger total? « Joli choix de livre, » dit finalement Léonie en désignant l'amant. Édouard suivit son regard et rougit légèrement. « C'était le seul livre rouge que j'avais. Je n'avais pas pensé au symbolisme. L'amant pour un premier rendez-vous avec sa future épouse, » dit-elle avec un petit sourire. C'est soit très approprié, soit complètement ironique. Pour la première fois, elle le vit sourire vraiment. Pas le sourire poli du dîner, mais quelque chose de spontané qui transformait complètement son visage. « Probablement ironique, avoua-t-il. Je ne suis pas très doué pour ce genre de situation. Moi non plus. » Ils commandèrent 2 cafés, et le silence qui suivit fut moins gêné. Plus curieux. « Léonie, » dit finalement Édouard, « puis-je vous poser une question indiscrète? Nous allons nous marier dans 5 semaines. Je pense que l'indiscrétion est autorisée. Est-ce que vous m'avez déjà vu quelque part? Avant le dîner ?» Léonie faillit s'étouffer avec son café. Comment pouvait-il savoir? Pourquoi cette question? L'autre matin, en sortant de chez moi, j'ai eu l'impression qu'une jeune femme me regardait depuis le café d'en face. Et hier soir, pendant tout le dîner, j'avais cette sensation bizarre que vous saviez déjà quelque chose sur moi. Léonie sentit ses joues s'enflammer. Elle était prise. Autant avouer. Oui, j'y étais au Procope des Arts jeudi dernier. Je voulais voir qui vous étiez vraiment. Au lieu de paraître contrarié, Édouard sembla presque soulagé. Et qu'avez-vous découvert? Que vous lisez Camus dans le bus, que vous connaissez le prénom du gardien de votre immeuble, que vous achetez votre pain chez Martine, et que vous cédez votre place aux dames âgées, ajouta-t-elle doucement. Édouard baissa les yeux vers son café, comme s'il était gêné d'avoir été surpris en flagrant délit de gentillesse. « Ma grand-mère m'a élevé en partie. Elle disait toujours qu'on reconnaît un homme à la façon dont il traite les personnes qui ne peuvent rien pour lui. Elle avait raison. Elle vous aurait apprécié, dit-il en relevant les yeux. Elle détestait les conventions autant qu'elle les respectait. Comme vous hier soir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand ma mère a suggéré que vous arrêtiez de travailler, j'ai vu quelque chose dans vos yeux. Une résistance, une détermination. Était rafraîchissant. » Léonie le regarda vraiment. Dans la lumière douce du café, sans le poids des regards familiaux, Édouard Montclair ressemblait à un homme de 32 ans qui portait des responsabilités trop lourdes pour ses épaules. « Édouard, » dit-elle impulsivement, « est-ce que vous voulez vraiment vous marier avec moi ?» La question plana entre eux comme une bombe à retardement. Édouard resta silencieux si longtemps qu'elle commença à regretter de l'avoir posée. « Je ne sais pas, » avoua-t-il finalement. « Pendant des années, je me suis dit que peu importait avec qui je me marierais, que c'était juste une formalité, un devoir. » Il fit tourner sa cuillère dans son café. « Mais maintenant que je vous connais, même un peu, je me demande si ce ne serait pas injuste, pour vous comme pour moi. Injuste comment? De faire semblant que c'est juste un arrangement, de prétendre que ça ne compte pas. » Léonie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et
Et si nous essayions de faire que ça compte ?» demanda-t-elle, surprise par sa propre audace. Édouard leva les yeux vers elle, et elle vit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir naître dans son regard. « Vous voudriez ? Je ne sais pas. Mais je sais que je ne veux pas passer ma vie à me demander « et si ?» Ils restèrent assis là, dans ce café parisien plein de bruit et de vie, à se regarder comme s'ils se voyaient vraiment pour la première fois. Parce que c'est était exactement ce qui se passait. « Léonie, dit finalement Édouard, est-ce que vous accepteriez de nous donner une chance? Une vraie chance? Qu'est-ce que ça signifierait? Apprendre à nous connaître. Pas comme des Montclair et des Mercier, mais comme Édouard et Léonie. Voir si nous pourrions construire quelque chose de réel. » Léonie regarda cet homme qui était censé devenir son mari dans 5 semaines. Il ne ressemblait pas au prince charmant de ses rêves d'adolescente, mais il ressemblait à quelqu'un avec qui elle pourrait peut-être construire quelque chose d'authentique. « D'accord, » murmura-t-elle, « donnons-nous une chance. » Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle réalisa la chose la plus terrifiante de toutes. Et si une chance se transformait en quelque chose qu'elle ne serait pas prête à perdre? 3 semaines avant le mariage, Léonie reçut un message qui la fit sourire pour la première fois depuis des jours. « J'ai découvert que vous aimez les livres. Moi, j'aime les marchés aux puces. Compromis? Marché aux puces de Saint-Ouen, samedi, 10h. On cherche des livres anciens ensemble. Édouard. » Elle était en train de ranger sa petite cuisine après un dîner solitaire composé de pâtes et de fromage râpé, le genre de repas qui lui rappelait cruellement la différence entre son monde et celui de Édouard. Mais ce message changeait tout. Il ne l'invitait pas dans un restaurant chic ou un événement mondain, il l'emmenait dans son univers. « J'adore les marchés aux puces, à condition que vous me laissiez vous montrer comment reconnaître une première édition. » Léonie, sa réponse partit avant qu'elle puisse réfléchir à 2 fois. Le marché aux puces de Saint-Ouen un samedi matin était un labyrinthe de trésors cachés et de bric-à-brac poussiéreux. Léonie retrouva Édouard près de l'entrée, vêtu d'un vieux pull de laine et d'un jean délavé qui le faisait paraître 10 ans plus jeune. « Bonjour », dit-il avec ce sourire qu'elle commençait à reconnaître, celui qu'il gardait pour les moments où il n'était pas obligé d'être un Montclair. « Bonjour. Alors, par où commence-t-on cette chasse au trésor ? » « Par là, » dit-il en désignant une allée étroite bordée de stands. « J'ai mes habitudes. » Ils déambulèrent entre les étals, Édouard la guidant avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque recoin du marché. Il s'arrêtait devant certains vendeurs, échangeait quelques mots familiers, inspectait des objets avec l'œil expert d'un collectionneur. « Qu'est-ce que vous cherchez exactement ?» demanda Léonie, en le voyant examiner attentivement une vieille horloge. « Des pièces d'horlogerie anciennes. Ma grand-mère m'a transmis cette passion. Elle disait que le temps était la seule chose qu'on ne pouvait ni acheter ni vendre. Alors autant l'apprivoiser. » Il caressa délicatement le mécanisme apparent de l'horloge. « Regardez ces engrenages. Chaque pièce a sa fonction, sa place exacte. Si une seule manque ou est déplacée, tout s'arrête. » Léonie l'observait parler, fascinée par cette facette qu'elle ne connaissait pas. Ici, loin des costumes et des conventions, Édouard était passionné, presque poétique. « C'est une métaphore de votre vision de la famille ?» demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, surpris par la perspicacité de sa question. « Peut-être, avoua-t-il. Pendant longtemps, j'ai pensé que nous étions tous des rouages dans un mécanisme plus grand, que notre rôle était de faire fonctionner la machine, pas de nous poser des questions. Et maintenant, je me demande si la machine ne pourrait pas fonctionner différemment. » Ils reprirent leur marche, et Léonie le guida vers les stands de livres. Chez Monsieur Dubois, un bouquiniste qu'elle connaissait depuis ses études, elle dénichait des merveilles avec la précision d'une archéologue. « Regardez », dit-elle en sortant délicatement un livre de la pile. « Paul Éluard, première édition de 1942. Poésie et vérité. » Elle ouvrit le livre avec des gestes reveils, montrant à Édouard les pages jaunies par le temps. « Comment vous savez que c'est authentique ?» demanda-t-il, réellement intéressé. « L'odeur d'abord. Les vieux livres ont une odeur particulière. Puis le papier. Regardez, il a cette texture granuleuse qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et là, elle lui montra une page de garde. Cette petite déchirure en forme d'étoile. Je l'ai répertoriée. Chaque livre ancien a ses cicatrices, ses secrets. » Édouard la regardait expliquer avec la même passion qu'il avait pour ses horloges. Dans cette allée poussiéreuse, Léonie N était plus la jeune femme timide du grand Véfour. Elle était dans son élément, brillante et sûre d'elle. « Vous êtes différente ici, dit-il impulsivement. Différente comment? Plus vous-même. Comme si vous n'aviez plus peur d'exister. » Léonie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Il me voit, réalisa-t-elle. Vraiment.
Ils passèrent l'après-midi à explorer, partageant leurs passions respectives. Édouard lui expliqua les subtilités des mécanismes d'horlogerie. Elle lui fit découvrir l'univers des collectionneurs de livres rares. À un moment, en fouillant dans une caisse poussiéreuse, leurs mains se frôlèrent. Ni l'un ni l'autre ne recula. « Léonie, dit Édouard alors qu'il prenait une pause café dans un petit bistrot face au marché, est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez eu le choix ? Pour votre vie, je veux dire. » Elle réfléchit un moment, faisant tourner sa cuillère dans son café au lait. « J'aurais ouvert ma propre librairie, spécialisée dans les livres anciens et les éditions rares. Un endroit où les gens viendraient non seulement pour acheter, mais pour découvrir des histoires oubliées. » Ses yeux brillaient en parlant de ce rêve qu'elle n'avait jamais confié à personne. « Et vous, Édouard, si vous n'étiez pas né, mon Claire, j'aurais été horloger. Pas dans un atelier chic du Marais, mais quelque part de simple, où j'aurais pu réparer les montres cassées et leur redonner vie. » Ils se regardèrent, reconnaissant dans les yeux de l'autre la même nostalgie de vie non vécue. « Ce n'est pas trop tard, vous savez, » dit doucement Léonie. « Pourquoi ? Pour choisir qui nous voulons être, même mariés, même mon Claire. Nous pouvons encore décider qui nous sommes vraiment. » Édouard la regarda longuement, comme s'il évaluait la sincérité de ses paroles. « Vous le pensez vraiment ? Je commence à le croire. » En sortant du café, alors qu'ils marchaient côte à côte vers la station de métro, Édouard s'arrêta soudain. « Léonie, oui, j'aimerais vous montrer quelque chose que personne d'autre n'a jamais vu. » « Quoi donc ? » ?»« Mon atelier, chez moi, là où je répare mes horloges anciennes. » Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix, comme s'il lui offrait d'accéder à la partie la plus secrète de lui-même. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle simplement. Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle réalisa la chose la plus terrifiante de toutes. Elle commençait à tomber amoureuse de l'homme qu'elle allait épouser par obligation. L'appartement des Édouard était exactement comme Léonie l'avait imaginé, élégant sans ostentation, meublé avec goût mais sans âme. « Ce n'est pas vraiment chez moi, » dit-il en refermant la porte derrière eux, comme s'il lisait dans ses pensées. « C'est juste l'endroit où je dors. » Il la guida à travers un salon au ton neutre, passant devant une cuisine immaculée qui semblait n'avoir jamais servi, pour s'arrêter devant une porte au fond d'un couloir. « Voilà, » dit-il en posant la main sur la poignée, « mon vrai chez moi. » Quand il ouvrit la porte, Léonie retint son souffle. La pièce était baignée d'une lumière dorée filtrant à travers de larges fenêtres. Partout, sur des étagères, des tables de travail, même suspendues au plafond, des horloges de toutes les époques marquaient le temps avec une symphonie douce et hypnotique. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Chaque seconde était célébrée par une dizaine de voix mécaniques différentes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en tournant sur elle-même. Au centre de la pièce trônait un établi ancien couvert d'outils minuscules, de rouages éparpillés, de ressorts et de cadrans démontés. C'était le chaos organisé d'un artisan passionné. « Combien en avez-vous ? » « 63 en état de marche, 15 en réparation, » dit-il avec la précision de quelqu'un qui connaît chaque pièce. La plus ancienne date de 1687, la plus récente de 1943. Léonie s'approcha d'une magnifique horloge comtoise dont le balancier se balançait avec une régularité apaisante. Pourquoi 1943 comme limite ? Édouard eut un sourire triste. « Parce que c'est l'année où mon arrière-grand-père est mort. Il était horloger avant de devenir un Montclair par mariage. Ma grand-mère m'a raconté qu'il passait ses soirées ici, dans cette même pièce, à réparer les montres du quartier gratuitement. Il caressa délicatement le boîtier de l'horloge que regardait Léonie. Il disait que chaque montre cassée était une vie qui avait perdu son rythme. Qu'en les réparant, il remettait un peu d'ordre dans le monde. Et c'est ce que vous faites aussi ? J'essaie. Quand le poids des réunions, des contrats, des obligations devient trop lourd, je viens ici. Je démonte, je répare, je remonte. C'est la seule chose qui me donne l'impression d'être utile. » Léonie l'observait parler, frappée par la transformation qui s'opérait en lui dans cette pièce. Ici, Édouard N était plus l'héritier Montclair. Il était un homme qui trouvait la paix dans le travail de ses mains. « Montrez-moi, » dit-elle impulsivement. « Quoi ? Comment vous faites ? Comment vous réparez le temps ?» Édouard hésita un moment, puis s'approcha de son établi où gisait une petite montre de gousset au mécanisme exposé. « Asseyez-vous là, » dit-il en désignant un tabouret près de lui. Léonie s'installa à côté de lui, si proche qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne mélangée à l'odeur métallique des outils. Édouard prit une loupe d'horloger et se pencha sur la montre. « Regardez !» dit-il en pointant un petit ressort avec une pince délicate. « Ce ressort s'est cassé. Sans lui, toute la montre s'arrête.
mais il faut d'abord retirer 12 autres pièces pour l'atteindre. Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale, retirant les rouages un à un, les posant dans un ordre précis sur un plateau de velours. Chaque geste compte, continua-t-il. Une tremblure, un mouvement brusque et des mois de travail peuvent être ruinés. C'est une métaphore de votre vie, n'est-ce pas? Dit doucement Léonie. Tout est si fragile, si précisément organisé, qu'un seul faux mouvement peut tout détruire. Édouard stoppa net son geste et leva les yeux vers elle. Dans la lumière dorée de l'après-midi, elle vit quelque chose se fissurer dans son regard, une défense, un mur qu'il maintenait depuis si longtemps qu'il en avait oublié la raison. « Oui, murmura-t-il, c'est exactement ça. Mais vous savez quoi, Édouard? Quoi? Parfois, il faut casser quelque chose pour pouvoir le reconstruire mieux. » Il resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur la montre démontée devant lui. Et si on ne sait pas comment le reconstruire? On apprend, ensemble. Le mot « ensemble » plana entre eux comme une promesse. Édouard reposa ses outils et se tourna vers elle. « Léonie, dit-il d'une voix que l'émotion rendait rauque, j'ai quelque chose à vous avouer. Dites-moi, pendant des années, je me suis dit que le mariage avec vous ne serait qu'une formalité de plus. Une obligation comme les autres. Mais maintenant, il s'interrompit, cherchant ses mots. Maintenant, j'ai peur. Peur de quoi? Peur de gâcher quelque chose de précieux avant même de l'avoir vraiment possédé. Léonie sentit son cœur s'emballer. Elle tendit instinctivement la main vers la sienne, posée sur l'établi. « Édouard, vous ne gâchez rien. Vous me montrez qui vous êtes vraiment. » Et c'est... Elle hésita, cherchant les mots justes. « C'est beau. » Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne fit mine de reculer. Dans le silence de l'atelier, entourés par le tic-tac apaisant des horloges, ils restèrent ainsi, main dans la main, à regarder la montre démontée comme s'il s'agissait de leur propre cœur étalé sur la table. « Léonie, » chuchota Édouard. « Oui, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Elle ferma les yeux, submergée par la douceur et la terreur de cet aveu. « Moi aussi, murmura-t-elle, et ça me fait une peur bleue. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai quelque chose à perdre. » Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle réalisa la chose la plus terrifiante de toutes. Quand on commence à aimer quelqu'un qu'on était censé épouser par obligation, où s'arrête le devoir et où commence le choix? Léonie n'arrivait plus à dormir. Cela faisait 3 jours depuis l'aveu dans l'atelier, et les mots d'Édouard résonnaient encore dans sa tête comme un écho obsédant. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » 3 jours qu'elle retournait cette phrase dans tous les sens, cherchant à comprendre si c'est et était un cadeau ou une malédiction. Assise à sa table de cuisine un mercredi matin, elle fixait son café qui refroidissait sans le voir. Dehors, Madame Dupont étendait son linge avec sa régularité habituelle, inconsciente que le monde de Léonie venait de basculer. Son téléphone vibra. « Juliette, café d'urgence, tu as une mine épouvantable depuis des jours, 11 heures chez Marcel. » Léonie sourit malgré elle. Juliette avait ce don de sentir quand quelque chose n'allait pas, même à distance. « J'arrive. » Chez Marcel, le petit café de leur quartier où elles avaient leurs habitudes depuis l'université, Juliette l'attendait déjà, installée à leur table habituelle près de la fenêtre. « Alors, » dit-elle sans préambule, en voyant arriver Léonie, « raconte-moi tout. »« Tout quoi? Ne joue pas à ça avec moi, Léo. Je te connais depuis 10 ans. Tu as cette tête que tu fais quand tu es en pleine crise existentielle. » Léonie s'assit en soupirant. Comment expliquer à sa meilleure amie qu'elle était en train de tomber amoureuse de l'homme qu'elle était obligée de épouser? C'est compliqué, Jules. C'est toujours compliqué. Vas-y. Léonie commanda un café et prit une profonde inspiration. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Édouard. Juliette faillit s'étouffer avec son croissant. Pardon? Ton futur mari arrangé? L'héritier glacial que tu n'avais jamais rencontré avant le mois dernier. Il n'est pas glacial. C'est bien le problème. Explique-moi ça. Léonie raconta tout, les cafés, le marché aux puces, l'atelier, les horloges, la douceur inattendue, la vulnérabilité partagée, et l'aveu. Juliette, elle, écouta sans l'interrompre, les sourcils de plus en plus froncés. « Attends, dit-elle finalement, tu es en train de me dire que tu tombes amoureuse de quelqu'un que tu épouses dans combien de temps? 12 jours. 12 jours. Et tu vois ça comme un problème? Bien sûr que c'est un problème. Pourquoi? La plupart des gens rêvent de ça. Épouser quelqu'un qu'on aime. Léonie secoua la tête, frustrée de ne pas réussir à expliquer le nœud qui lui tordait l'estomac depuis 3 jours. Tu ne comprends pas, Jules. Comment je peux savoir si c'est réel? Comment je peux savoir si je ne suis pas juste en train de m'adapter à la situation?
De me convaincre que j'aime quelqu'un parce que je n'ai pas le choix de elle épouser ?» Juliette la regarda longuement, et pour la première fois, son expression se fit plus grave. « Oh !» dit-elle doucement, « tu as peur que tes sentiments ne soient pas authentiques. » « Exactement. Et lui aussi. Comment il peut savoir ? Peut-être qu'il se convainc qu'il m'aime parce que c'est plus facile que d'assumer qu'il épouse une étrangère par obligation. Léo, et s'il me quitte après le mariage ? S'il réalise que tout ça n'était qu'une illusion ? Ou pire, s'il reste par devoir mais qu'il se met à me détester ? Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Juliette tendit la main pour prendre la sienne. « Écoute-moi bien, dit-elle fermement. Tu penses trop. Comment ça ? Tu es en train de détruire quelque chose de beau avant même de lui donner une chance d'exister. Qu'est-ce que ça peut faire ? La façon dont c'est arrivé. L'important, c'est ce que tu ressens maintenant. Mais comment je peux faire confiance à ce que je ressens ? Comment n'importe qui peut faire confiance à ce qu'il ressent ? Tu crois que les gens qui se rencontrent, normalement, sont à l'abri des doutes ? Mon ex m'a plaqué après 2 ans en me disant qu'il avait confondu habitude et amour. L'amour, c'est toujours un risque. » Léonie resta silencieuse, digérant les paroles de son amie. « Le vrai problème, continua Juliette, c'est que tu as peur. Peur de quoi ? Peur d'être heureuse. Parce que si tu es heureuse, ça veut dire que tes parents avaient raison, que cette tradition familiale n'était peut-être pas si cruelle que ça. Et ça remet en question toute la colère que tu portes depuis des années. » Léonie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Juliette avait touché quelque chose de douloureux et de vrai. « Et s'ils avaient tort ?» chuchota-t-elle. « S'ils m'ont vendu à une famille pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mon bonheur, alors tu auras quand même trouvé l'amour. Par accident, par hasard, par ironie du sort, mais tu l'auras trouvé. » Elles restèrent silencieuses un moment, regardant les passants se presser sur le trottoir. « Jules, demanda finalement Léonie, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? » « J'arrêterais de me torturer l'esprit, et je profiterais du fait qu'un homme manifestement intelligent et attentionné vient de me dire qu'il m'aime. C'est aussi simple que ça ? Non, mais c'est aussi compliqué que tu veux le rendre. » En rentrant chez elle, Léonie trouva un message de Édouard sur son téléphone. « J'espère que je ne vous ai pas effrayé l'autre jour. J'aimerais vous voir, pas pour parler de mariage ou de famille, juste pour être avec vous. Si vous voulez bien. » Elle relut le message plusieurs fois, entendant presque la vulnérabilité dans sa voix. Lui aussi avait peur, lui aussi se posait des questions. Elle commença à taper une réponse, l'effaça, recommença. « Moi aussi, j'aimerais vous voir. Pas Édouard Monclerc et Léonie Mercier. Juste, nous. » Sa réponse partie, elle s'assit sur son lit et regarda par la fenêtre. Dans 12 jours, elle serait Madame Monclerc. Mais pour la première fois depuis des mois, cette perspective ne lui faisait plus uniquement peur. Elle lui faisait aussi envie. Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle réalisa la chose la plus terrifiante de toutes. Et si le plus grand risque haine n'était pas de tomber amoureuse de lui, mais de se priver de cette chance par peur de souffrir. Le jardin du Luxembourg était presque désert ce jeudi après-midi de septembre. Léonie retrouva Édouard près du bassin octogonal, assis sur un banc, un livre fermé sur les genoux. Il avait l'air aussi nerveux qu'elle se sentait. Depuis leur échange de messages, ils n'avaient plus parlé, comme s'ils avaient besoin de ce temps pour apprivoiser l'idée qu'ils étaient peut-être en train de choisir quelque chose au lieu de simplement le subir. « Bonjour », dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Bonjour, merci d'être venu. » Ils regardèrent un moment les enfants qui faisaient naviguer leur petit bateau sur l'eau, leur rire résonnant dans l'air automnal. « Léonie, » dit finalement Édouard, « j'ai beaucoup réfléchi depuis l'autre jour. Moi aussi. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. » Elle se tourna vers lui, le cœur battant. « Quoi ? Peu importe comment tout ça a commencé. Ce qui compte, c'est ce que nous décidons maintenant. Ici, aujourd'hui. » Il prit sa main dans la sienne, geste qui commençait à devenir naturel entre eux. « Je ne veux pas passer ma vie à me demander « et si ?» Je ne veux pas vous épouser dans une semaine en me contentant de faire semblant que c'est juste un devoir. Qu'est-ce que vous proposez ? Que nous choisissions, vraiment, que nous décidions ensemble si nous voulons essayer de construire quelque chose de réel ou si nous préférons en rester à un mariage de convenance. » Léonie sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. C'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, qu'ils avaient encore le choix. Et si nous choisissons d'essayer, et que ça ne marche pas, alors au moins nous aurons essayé. Nous ne passerons pas notre vie à regretter. Et si ça marche ? Édouard sourit, et cette fois son sourire atteignit ses yeux. Alors nous aurons trouvé quelque chose que beaucoup de gens cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. Léonie regarda leurs mains entrelacées. Si simple,
et pourtant si chargé de promesses. « D'accord, dit-elle doucement. « Essayons. Vraiment, vraiment. Mais à une condition. Laquelle? Plus de secrets, plus de masques. Si nous faisons ça, nous le faisons en toute honnêteté. » Marché conclu. Ils s'embrassèrent alors pour la première fois. Un baiser doux, hésitant, qui goûtait l'automne et la promesse. Quand ils se séparèrent, Léonie sentit que quelque chose avait changé entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers contraints de se marier. Ils étaient deux personnes qui avaient choisi de se donner une chance. « Il faut que je vous dise quelque chose, » dit Édouard en caressant doucement sa joue. « Quoi? Ma famille organise un dîner demain soir pour présenter officiellement notre union à la famille élargie. Mes parents insistent pour que vous y soyez. » Léonie sentit une ombre passer sur leur moment de bonheur. Toute la famille, oncle, tante, cousin, Céleste sera là. Céleste? Ma cousine? Elle n'a jamais accepté l'idée que je me marie avec quelqu'un d'autre qu'elle. Une inquiétude sourde commença à naître dans l'estomac de Léonie. Elle est dangereuse? Pas dangereuse. Juste déterminée. Qu'elle a à l'oreille de mon oncle Armand, qui a beaucoup d'influence sur mon père. Qu'est-ce que ça signifie? Édouard hésita, comme s'il pesait ses mots. Mon oncle Armand a toujours pensé que les mariages arrangés étaient dépassés. Il croit que si un couple ne s'aime pas vraiment, profondément, l'union finira par affaiblir la famille au lieu de la renforcer. Et il pense que nous ne nous aimons pas vraiment? Il pense que nous faisons semblant, que nous jouons la comédie pour satisfaire nos parents. Léonie sentit l'ironie de la situation. Maintenant qu'ils commençaient vraiment à s'aimer, ils allèrent devoir le prouver à une famille qui doutait de leur sincérité. Qu'est-ce qui se passe si nous ne le convainquons pas? Il va presser mon père d'annuler le mariage. Le silence qui suivit fut lourd de toutes les implications de cette révélation. Léonie réalisa soudain que leur nouvelle décision de s'aimer naine était peut-être que le début de leur problème. « Édouard, dit-elle lentement, si votre famille annule le mariage, nous serons libres de nous voir ou pas, selon notre choix. Mais nous perdrons la tradition. Nos familles seront en conflit. Mes parents, » elle ne finit pas sa phrase. Mais ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Les Mercier perdraient l'alliance qui les protégeait financièrement depuis des générations. « Alors nous devons les convaincre, » dit Édouard avec une détermination nouvelle dans la voix. « Comment? En leur montrant que notre amour est réel. Mais comment prouver quelque chose d'aussi fragile et récent? » Édouard la regarda intensément. « En étant nous-mêmes, en ne cachant pas ce que nous ressentons. Et si ce n'est pas suffisant, alors nous déciderons à ce moment-là si nous voulons nous battre pour nous ou accepter que peut-être nos familles avaient tort de nous imposer ce mariage. » Léonie hocha la tête, mais une inquiétude grandissante lui nouait l'estomac. Elle venait à peine d'accepter l'idée de tomber amoureuse de Édouard, et voilà qu'elle devait déjà prouver cet amour devant un tribunal familial. En rentrant chez elle ce soir-là, elle trouva sa mère qui l'attendait dans la cuisine, le visage sombre. « Léonie, » dit Brigitte sans préambule, « il faut qu'on parle. »« De quoi, maman ?»« Geneviève Monclerc m'a appelé. Il paraît qu'Armand Monclerc pose des questions sur la sincérité de votre engagement. » Le cœur de Léonie se serra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce mariage n'a pas lieu, nous perdons tout. La maison, la sécurité financière, l'alliance, tout. Brigitte prit les mains de sa fille dans les siennes. « Ma chérie, demain soir, il faut que tu joues le rôle de ta vie. Il faut que tu les convainques que tu aimes vraiment Édouard. » Léonie regarda sa mère avec une ironie amère. « Et si je te disais que je n'aurais pas besoin de jouer ?» Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle réalisa la chose la plus terrifiante de toutes. Maintenant qu'elle aimait vraiment Édouard, les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. L'hôtel particulier des Monclerc, dans le 16e arrondissement, était encore plus intimidant le soir. Léonie ajusta nerveusement sa robe, la même noire de l'autre fois, faute d'avoir les moyens d'en acheter une autre, en gravissant les marches du perron. Édouard marchait à côté d'elle, tendu, et elle sentait qu'il était aussi anxieux qu'elle face à cette épreuve. « Souvenez-vous, » murmura-t-il en sonnant à la porte, « nous ne jouons pas la comédie. Nous sommes simplement nous-mêmes. Et si nous-mêmes ne suffisons pas, alors nous affronterons les conséquences ensemble. » La porte s'ouvrit sur Hervé Monclerc, impeccable dans son costume sombre. « Bonsoir, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tout le monde vous attend. » Le salon était rempli d'une vingtaine de personnes élégamment vêtues, tenant des coupes de champagne et conversant à voix feutrée. Léonie reconnut immédiatement Geneviève Monclerc, qui lui adressa un sourire poli, mais glacial. « Léonie !» s'exclama une voix faussement chaleureuse. Une jeune femme blonde d'une beauté saisissante s'approcha d'eux, un sourire parfait aux lèvres.
Elle portait une robe rouge qui avait dû coûter plus cher que 6 mois de salaire de Léonie. « Vous devez être Céleste », dit Léonie en tendant la main. « En effet », dit Céleste, en l'embrassant sur les 2 joues avec une familiarité calculée. « J'ai tellement entendu parler de vous. » Son regard glissa vers Édouard avec une possessivité non dissimulée. « Édouard, mon chéri, tu es superbe ce soir. » Elle posa une main sur son bras avec une intimité qui mit Léonie mal à l'aise. Édouard se raidit mais ne recula pas, pris au piège des convenances sociales. « Céleste, dit-il poliment, tu connais Léonie, ma fiancée. » Le mot « fiancée » résonna étrangement dans l'air, comme une revendication. « Bien sûr, » dit Céleste avec un rire cristallin. « Quelle histoire romantique! Un mariage arrangé qui devient un conte de fées. » Il y avait quelque chose de venimeux dans sa façon de prononcer « conte de fées », comme si elle en doutait profondément. « Léonie, » continua-t-elle, « il faut absolument que vous rencontriez oncle Armand. Il meurt d'envie de vous connaître. » Elle les guida vers un homme de la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, qui rappelaient ceux d'Édouard. Il dégageait une autorité naturelle qui rendait sa présence intimidante. « Oncle Armand, voici la fameuse Léonie Mercier. » Armand Monclerc examina Léonie avec l'attention d'un expert évaluant une œuvre d'art suspecte. « Mademoiselle Mercier, dit-il en lui serrant la main, j'espère que vous vous plaisez dans notre famille. »« Beaucoup, monsieur Monclerc. Excellent. Dites-moi, que pensez-vous de cette tradition de mariage arrangé entre nos familles ?» La question était un piège, et Léonie le savait. Autour d'eux, les conversations se turent progressivement. « Je pense, dit-elle en choisissant soigneusement ses mots, que les traditions ont de la valeur quand elles créent du bonheur, et qu'elles en perdent quand elles ne font que perpétuer des habitudes. Intéressant. Et dans votre cas ?»« Dans notre cas, dit-elle en regardant Édouard, la tradition nous a donné l'opportunité de nous rencontrer. Le reste, nous l'avons construit nous-mêmes. » Armand hocha lentement la tête, comme s'il évaluait sa réponse. « Édouard, dit-il en se tournant vers son neveu, tu es bien silencieux ce soir. J'y écoute, oncle Armand. Moi, je me pose des questions. Cette union vous rend-elle vraiment heureux, tous les deux? Ou faites-vous simplement bonne figure pour préserver les apparences ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards étaient fixés sur eux. C'est alors que Céleste porta le coup fatal. « Vous savez, dit-elle avec un sourire innocent, j'ai croisé Édouard il y a quelques semaines dans un café du 6e. Il était seul, et il avait l'air, résigné, comme quelqu'un qui se prépare à un sacrifice. » Léonie sentit son cœur se serrer. Elle regarda Édouard, cherchant une contradiction dans ses yeux. « C'était avant que nous apprenions vraiment à nous connaître, » dit Édouard, mais sa voix manquait de conviction. « Bien sûr, » continua Céleste implacablement, « mais c'est exactement mon point. Comment peut-on passer de la résignation à l'amour en quelques semaines? N'est-ce pas un peu suspect ?»« Céleste, » intervint Édouard, sa voix se durcissant, « tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Oh, mais si, » dit-elle en riant. « Je connais ton cœur mieux que personne, Édouard. Nous avons grandi ensemble. Je sais quand tu mens. » L'atmosphère devint électrique. Léonie sentit tous les regards se tourner vers elle, attendant sa réaction. « Vous avez raison, dit-elle finalement, sa voix claire malgré l'émotion qui l'étranglait. « Comment peut-on passer de la résignation à l'amour si vite ?» Édouard la regarda avec inquiétude. « Peut-être, continua-t-elle, parce que ce haine n'était pas vraiment de la résignation. Peut-être que c'était de la peur de ne pas être à la hauteur de quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré, mais qu'on devait aimer. » Sa voix se fit plus forte. Peut-être que quand on découvre que cette personne lit Camus dans le bus, qu'elle cède sa place aux dames âgées, qu'elle répare des horloges avec la délicatesse d'un chirurgien, peut-être que ce qu'on prenait pour de la résignation était en fait de l'espoir qui n'osait pas se montrer. Le silence était total maintenant. Même Céleste avait perdu son sourire. Et peut-être, dit Léonie, en regardant directement Armand, que certaines personnes confondent prudence avec mensonge et authenticité avec naïveté. C'est à ce moment-là qu'Armand sourit, un vrai sourire. « Céleste, ma chère, dit-il sans quitter Léonie des yeux, je crois que tu viens de recevoir une leçon magistrale. » Mais Céleste ne s'avouait pas vaincue. « Bien joué, Léonie, dit-elle avec un sourire venimeux. Mais les beaux discours, c'est facile. Les sentiments véritables, ça se voit dans les gestes. » Elle se tourna vers Édouard. « Dis-moi, mon chéri, si tu aimes vraiment cette femme, pourquoi n'oses-tu jamais la toucher en public? Pourquoi gardez-vous cette distance polie, même maintenant ?» Et c'est là que Céleste commit son erreur, car sa remarque cruelle fit quelque chose qu'aucun argument n'avait réussi à faire. Elle blessa Léonie visiblement, publiquement. Édouard vit la douleur traverser le visage de la femme qu'il aimait.
Il vit cette femme courageuse qui venait de se battre pour eux avec une éloquence qui l'avait ému aux larmes, soudain réduite au silence par une attaque sur leur intimité. Et sans réfléchir, sans calculer, sans se soucier des conventions ou des regards, Édouard tendit la main vers Léonie et entrelaça ses doigts avec les siens. Le geste était simple, naturel. Mais dans ce salon plein de tensions et de non-dits, il résonna comme une déclaration de guerre et d'amour à la fois. « Tu as raison, Céleste », dit-il d'une voix calme mais ferme. Les sentiments se voient dans les gestes. Il porta la main de Léonie à ses lèvres et y déposa un baiser doux. Et mon geste dit ceci, cette femme est ma femme, pas par obligation, pas par tradition, mais par choix, mon choix. Le silence qui suivit fut différent des précédents. Ce N était plus de l'expectative ou du jugement. C était de la reconnaissance. Armand commença à applaudir lentement. « Maintenant, dit-il, ça, c'est de l'amour. » Et c'est exactement à ce moment-là que Léonie réalisa la chose la plus bouleversante de toutes. Parfois, il suffit d'un simple geste pour transformer une obligation ancestrale en choix du cœur. Le matin du mariage, Léonie se réveilla avec la certitude absolue qu'elle épousait l'homme qu'elle aimait. Cela faisait une semaine depuis le dîner chez les Montclair, une semaine depuis qu'Armand avait donné sa bénédiction avec un sourire ravi, une semaine depuis que Céleste avait quitté la soirée avec la dignité blessée de quelqu'un qui venait de perdre une bataille qu'elle croyait déjà gagnée. Mais surtout, cela faisait une semaine que Édouard et elle savaient, sans l'ombre d'un doute, qu'ils s'aimaient vraiment. Assise dans sa petite chambre du 15e arrondissement, Léonie regardait sa robe de mariée suspendue à l'armoire. Ce N n'était pas la robe de princesse de ses rêves d'adolescente, mais une robe simple et élégante que sa mère avait choisie avec soin, appropriée pour une vraie femme qui épouse un homme qu'elle aime, pensa-t-elle avec un sourire. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. « Entre, maman. » Mais ce fut Juliette qui passa la tête par l'entrebâillement, les bras chargés de fleurs et le sourire aux lèvres. La mariée est-elle prête à affronter son destin? Plus que prête, dit Léonie en se levant pour embrasser sa meilleure amie. Merci d'être là. Tu plaisantes? Je ne raterai ça pour rien au monde. Voir ma meilleure amie épouser quelqu'un qu'elle aime vraiment. C'est plus rare qu'on ne le croit. Brigitte arriva quelques minutes plus tard, les yeux brillants d'émotion contenue. « Ma petite fille, » murmura-t-elle, en aidant Léonie à enfiler sa robe. « Tu es si belle. »« Maman, non, laisse-moi finir. J'ai passé des années à me demander si nous avions le droit de t'imposer ce mariage. Mais hier soir, quand ton père et moi avons dîné avec Édouard, vous avez dîné avec Édouard, il voulait nous demander officiellement ta main. Pas pour la tradition, mais parce qu'il voulait nous promettre qu'il prendrait soin de toi. » Léonie sentit ses yeux se remplir de larmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit qu'il ne nous remercierait jamais assez de lui avoir donné la chance de te connaître, que tu étais la personne la plus courageuse et la plus authentique qu'il ait jamais rencontrée. Brigitte ajusta délicatement le voile de sa fille. Et puis, il nous a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quoi? Je ne vous demande pas la permission de elle épouser. Je vous demande la permission de l'aimer pour le reste de ma vie. L'église Saint-Sulpice était remplie d'une lumière dorée qui filtrait à travers les vitraux anciens. Léonie, au bras de son père, remontait l'allée centrale vers l'homme qui l'attendait devant l'autel. Édouard était magnifique dans son costume sombre. Mais ce qui coupa le souffle à Léonie, était l'expression de son visage. Il la regardait comme s'il voyait un miracle se diriger vers lui, comme s'il n'arrivait pas encore à croire qu'elle allait vraiment devenir sa femme. Quand elle arriva à sa hauteur, il tendit la main vers elle avec un sourire qui la fit fondre. « Bonjour, future Madame Montclair » murmura-t-il. « Bonjour, future Marie » répondit-elle dans un souffle. La cérémonie se déroula comme dans un rêve. Les mots traditionnels prenaient une saveur nouvelle quand ils étaient prononcés par deux personnes qui les pensaient vraiment. Mais ce fut au moment de l'échange des vœux qu'Édouard surprit tout le monde. « Léonie, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes, « nous avons commencé cette histoire par obligation, mais je veux que tout le monde sache que je finis cette cérémonie par choix. » Sa voix était claire, portée par une émotion qui touchait chaque personne présente. « Je choisis ton intelligence qui me défie. Je choisis ta passion pour les livres anciens qui me fait découvrir des mondes que j'ignorais. Je choisis ta courage, comme celui que tu as montré l'autre soir en défendant notre amour devant ma famille. » Léonie sentait les larmes couler librement sur ses joues. « Mais surtout, continua Édouard, je choisis la façon dont tu me regardes. Pas comme un Montclair, pas comme un héritage ou une obligation, mais comme Édouard, juste Édouard.
Il sortit alors de sa poche une alliance qui n'était pas celle prévue par la tradition familiale. Était une bague simple, délicate, sertie d'une petite pierre qui captait la lumière comme une promesse. Cette bague appartenait à mon arrière-grand-mère, l'horloger. Elle l'avait offerte à ma arrière-grand-mère non pas parce qu'il devait l'épouser, mais parce qu'il l'aimait. Je veux te l'offrir pour la même raison. Léonie ne put retenir un sanglot d'émotion, puis ce fut son tour. « Édouard, dit-elle d'une voix que les émotions rendaient tremblante, il y a 3 mois, je pensais que ma vie était tracée d'avance, que je n'avais pas le droit de rêver, de choisir, d'aimer. » Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il lut tout l'amour qu'elle portait pour lui. « Tu m'as appris que même dans une cage dorée, on peut choisir de voler. Tu m'as montré tes horloges, tes rêves, tes peurs. Tu m'as donné la permission d'être moi-même. » Elle prit l'alliance qu'elle avait choisie pour lui, une bague simple mais élégante qu'elle avait achetée avec ses économies. « Je ne t'épouse pas par devoir, je t'épouse par amour, par choix. Parce que dans toutes les vies possibles, dans tous les univers imaginables, c'est avec toi que je veux vivre la mienne. » Quand le prêtre prononça les mots fatidiques, « Vous pouvez embrasser la mariée. » Édouard prit le visage de Léonie entre ses mains avec une tendresse infinie. « Je t'aime, Léonie Moncler, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime aussi, Édouard Moncler. » Leur baiser fut accueilli par les applaudissements de leur famille réconciliée. Mais pour eux, il n'y avait plus que ce moment, cette promesse, cet amour qu'ils avaient choisi de construire ensemble. En sortant de l'église, main dans la main, Léonie aperçut Céleste dans l'assemblée. Pour la première fois, sa rivale lui sourit, un sourire triste mais sincère, celui de quelqu'un qui reconnaît avoir perdu face à quelque chose de plus fort qu'elle. Armand Moncler s'approcha d'eux sur le parvis. « Félicitations !» dit-il en embrassant Léonie sur les 2 joues. « Vous avez prouvé qu'un mariage arrangé peut devenir le plus beau des amours. »« Comment ?» demanda Édouard. « En refusant de vous contenter de l'arrangement, en exigeant que ça devienne plus. » Ce soir-là, à la réception dans les jardins de la demeure Moncler décorée de guirlandes lumineuses, Léonie dansait dans les bras de son mari au son d'un orchestre de jazz. Autour d'eux, leur famille et amis célébraient non pas seulement une union, mais une victoire de l'amour sur les conventions. « À quoi tu penses ?» demanda Édouard, en la faisant tourner doucement. « Je pense que nous avons réussi quelque chose d'impossible. »« Quoi donc ? Nous avons transformé un devoir en bonheur, une obligation en choix, une tradition en amour. » Édouard la serra plus fort contre lui. « Et ce n'est que le début, » murmura-t-il à son oreille. « Le début de quoi ? De notre vraie histoire, celle que nous allons écrire ensemble, jour après jour, choix après choix. » Léonie leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel parisien. Quelque part dans cette ville, d'autres couples se battaient peut-être contre les attentes de leur famille. D'autres cœurs cherchaient le courage de choisir l'amour, plutôt que la sécurité. Mais ici, maintenant, dans les bras de l'homme qu'elle aimait et qu'elle avait choisi d'aimer, Léonie savait qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle réalisa la chose la plus merveilleuse de toutes. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par « il était une fois une obligation », mais finissent par « et ils choisirent de s'aimer pour toujours ». 3 ans plus tard, Léonie poussa la porte de sa librairie avec le sourire satisfait de quelqu'un qui venait de vivre une journée parfaite. Mercier et Moncler, livres anciens et manuscrits rares, étaient gravés en lettres dorées sur la devanture de cette petite boutique du 6e arrondissement qu'elle avait ouverte 6 mois après son mariage. L'endroit respirait la passion. Des étagères de bois sombre montaient jusqu'au plafond, remplies de trésors littéraires que Léonie dénichait aux 4 coins de l'Europe, et une douce odeur de papier ancien et de cire d'abeille flottait dans l'air. Au fond de la librairie, dans l'atelier qu'Édouard avait aménagé derrière une cloison de verre, le tic-tac familier des horloges anciennes marquait le temps avec une régularité apaisante. Il était là, penché sur une délicate montre de gousset du XVIIIe siècle, ses lunettes de travail sur le nez, complètement absorbé par son art. « Bonsoir, monsieur l'horloger », dit-elle en s'approchant de lui. « Bonsoir, madame la libraire », répondit-il en levant les yeux vers elle, ce sourire qu'elle aimait tant illuminant son visage. Il avait quitté l'entreprise familiale 8 mois après leur mariage, malgré les protestations de son père. Armand, étonnamment, l'avait soutenu. Un homme qui a le courage de suivre sa passion fera un meilleur patriarche qu'un homme qui se contente de porter un nom, avait-il déclaré. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Édouard, en posant ses outils pour venir l'embrasser. « Merveilleuse. J'ai vendu la première édition de Baudelaire à ce collectionneur de Lyon. Et devine quoi ? » « Quoi »
Madame Dubois du marché aux puces m'a appelé. Elle a trouvé un manuscrit de George Sand qui pourrait être inédit. Les yeux d'Édouard brillèrent d'excitation. Il connaissait maintenant assez le monde des livres anciens pour comprendre l'importance de cette découverte. Et toi, comment va la montre de Monsieur Fernand? Presque terminée. Je pense qu'elle remarquera demain matin. 3 générations qu'elle était cassée, et elle va enfin pouvoir reprendre son rythme. Léonie sourit. Édouard avait gardé contact avec le portier de son ancien immeuble, et quand Monsieur Fernand lui avait confié la montre de son grand-père, Édouard avait accepté de la réparer gratuitement. « Au fait, dit-elle en s'installant sur le petit canapé qu'ils avaient placé près de l'atelier, j'ai reçu une lettre aujourd'hui. »« De qui ?»« De Céleste. » Édouard leva les sourcils, surpris. Il n'avait eu que peu de nouvelles de sa cousine depuis le mariage. « Elle se marie, » continua Léonie, « avec un architecte qu'elle a rencontré en voyage en Italie. Elle dit qu'elle a enfin compris la différence entre vouloir quelqu'un et aimer quelqu'un. Je suis content pour elle. Elle nous invite au mariage. Et elle a ajouté quelque chose. » Léonie sortit la lettre de son sac. « Merci de m'avoir montré à quoi ressemble le vrai amour. Cela m'a donné le courage de le chercher pour moi-même. » Édouard secoua la tête, amusé. Qui aurait cru que notre histoire inspirerait Céleste? Qui aurait cru beaucoup de choses? Léonie regarda autour d'elle. Leur petit royaume mélange de livres et d'horloges, leurs 2 passions réunies sous le même toit, leurs vies entrelacées, comme les rouages d'un mécanisme parfait. « Édouard, dit-elle impulsivement, est-ce que tu regrettes parfois? »« De quoi? D'avoir renoncé à l'Empire Montclair pour ça ?» demanda-t-elle en désignant l'atelier modeste. Édouard la regarda avec cette intensité qu'elle adorait, puis vint s'asseoir à côté d'elle. « Léonie, dit-il en prenant ses mains dans les siennes, tu sais ce que m'a dit mon arrière-grand-père horloger dans son journal? » « Son journal. Oui, ma grand-mère me l'a donné après notre mariage. Il a écrit « Le bonheur ne se mesure pas à la taille de l'héritage qu'on laisse, mais à la profondeur de l'amour qu'on vit. » Il caressa doucement sa joue. « J'ai peut-être renoncé à un empire, mais j'ai gagné un royaume, notre royaume. » À cet instant, la petite clochette de la librairie tinta. Une jeune femme entra, l'air un peu perdu. « Excusez-moi » dit-elle timidement. « Je cherche un livre pour mon grand-père. Quelque chose sur l'horlogerie ancienne ?» Léonie et Édouard échangèrent un sourire complice. « Nous avons exactement ce qu'il vous faut, » dit Léonie en se levant. « Et si vous voulez, mon mari pourra vous expliquer les subtilités des mécanismes. » Pendant qu'Édouard faisait découvrir à la jeune femme les merveilles de l'horlogerie française et que Léonie lui trouvait le livre parfait, elle pensa à tous ces moments qui avaient mené jusqu'ici. Le premier café au Flore, les mains qui se touchent au marché aux puces, l'atelier secret, la déclaration d'amour, le dîner terrible chez les Montclair et ce baiser sous les étoiles le soir de leur mariage. Chaque moment avait été un choix. Chaque jour depuis, ils avaient choisi de s'aimer un peu plus. Ce soir-là, après avoir fermé la librairie, ils remontèrent à leur appartement au-dessus de la boutique. Un petit cocon avec des poutres apparentes, des livres partout, et les tic-tac apaisants des horloges d'Édouard qui rythmèrent leur quotidien. En préparant le dîner ensemble, des pâtes simples avec les tomates du marché et le fromage de Monsieur Dubois, Léonie réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. « À quoi tu penses ?» demanda Édouard en la voyant sourire. « Je pense à notre première conversation dans ce café. Tu te souviens ? Tu avais dit qu'on pourrait essayer de se connaître comme Édouard et Léonie, pas comme des Montclair et des Mercier. Je m'en souviens. Eh bien, mission accomplie. » Édouard l'attira dans ses bras. « Non, dit-il en l'embrassant doucement. Mission en cours, pour toujours. » Plus tard dans la soirée, Léonie s'installa à son petit bureau pour écrire dans le journal qu'elle tenait depuis leur mariage. Une habitude qu'elle avait prise pour capturer tous ces moments de bonheur ordinaire qui constituaient leur extraordinaire quotidien. « 30 septembre, écrivit-elle. Aujourd'hui, j'ai pensé à cette jeune femme que Gigi était il y a 3 ans, celle qui croyait que sa vie était tracée d'avance. Si je pouvais lui parler, je lui dirais ceci. Parfois, les plus beaux cadeaux viennent déguisés en obligations. Parfois, ce qu'on prend pour une prison est en réalité une porte vers quelque chose de merveilleux. Et parfois, accepter ce qu'on ne peut pas changer nous donne la force de changer ce qu'on peut. » Elle posa son stylo et regarda par la fenêtre. Dehors, Paris scintillait de 1000 lumières, et quelque part dans cette ville, d'autres couples écrivaient peut-être leurs propres histoires d'amour impossibles devenues possibles. « P.S. » ajouta-t-elle. Édouard ronfle très doucement. C'est adorable. Et demain, nous commençons à préparer la chambre d'enfant. Parce que oui, nous avons décidé de transmettre plus qu'un nom de famille. Nous voulons transmettre l'amour, le vrai.
Celui qu'on choisit, jour après jour, geste après geste, jusqu'à ce que mort nous sépare. Et dans le silence de leur petit appartement, bercé par le tic-tac des horloges et la respiration paisible de l'homme qu'elle aimait, Léonie s'endormit avec la certitude absolue que les plus belles histoires d'amour sont celles qu'on écrit à deux, une page après l'autre, un choix après l'autre. Fin. Et vous, croyez-vous au pouvoir transformateur de l'amour? Pensez-vous qu'une obligation peut devenir le plus beau des choix? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.